messieurs, et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, le mardi 6 février 2024. Vous êtes sur Canal Algérie, on est en direct avec vous jusqu'à 11h30, 1 heure de direct où nous allons parler tout d'abord du médecin généraliste, du médecin de famille, son rôle, son importance et pourquoi cette pratique tente à se perdre. Alors le thème du jour exact est médecin généraliste, pilier de la santé familiale et nous en parlons avec Dr Abdelkader Tafat qui est médecin généraliste. Côté rubrique, oui, côté rubrique, il y en a trois cette journée, voilà, pour cette émission, il y en a trois. Tout d'abord, Samira Hadjamar qui va nous parler d'un livre de Staten Island. C'est un livre de monsieur Mohamed Arwa. Il est poète, il est romancier, mais il est aussi médecin de famille. Donc elle va dépeindre son portrait et nous parler de son livre qui est très intéressant aussi. Nutri Saivi, le mardi, c'est Nutri Saivi avec Mohamed Mellek qui nous parle de booster son immunité avec quelques fruits, légumes, tout ça, ça sera avec Mohamed Mellek dans Nutri Saivi. Et bien sûr, pour finir, la rubrique de Wahida Salimchif, elle est dédiée à la Palestine et c'est en fin d'émission. Voilà en tout cas le programme qu'on vous propose aujourd'hui dans votre émission Ma famille, ma vie et ça commence tout de suite. Nous parlons aujourd'hui du médecin de famille, un praticien précieux qui tisse des liens profonds avec ses patients. Alors pourquoi cette pratique tend à se perdre dans un paysage médical en constante évolution? On en parle aujourd'hui sur le plateau de Ma famille, ma vie. Le thème exact du jour est le suivant, médecin généraliste, pilier de la santé familiale. Donc si le thème vous parle, si vous avez des questions, si vous voulez témoigner, n'hésitez pas à nous appeler au numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Et pour en parler, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Dr Abdelkader Tafat, vous êtes médecin généraliste, président de la Société algérienne de médecine générale. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci aussi. Je salue tous les spectateurs de Canal Algérie. Oui. Merci en tout cas, merci pour ce sujet. Vous nous avez déjà proposé ce sujet, vous vouliez qu'on en parle et c'est important d'en parler aujourd'hui parce qu'il est important de remettre au goût du jour parce que c'est une pratique qui tend à se perdre un petit peu, le médecin de famille. Je pense que tout le monde en a eu un médecin de famille, mais ces derniers temps ça se perd un petit peu. On va développer tout ça pendant l'émission. Merci à vous. Avec nous aussi Samira Hadjamar. Bonjour Samira pour sa rubrique Pêle-mêle. Pêle-mêle, oui. Alors Mahmoud Arwa, pas Mohamed Arwa, voilà. Même si on va parler un peu de Mohamed Arwa, aussi, oui. qui est le papa de Mahmoud Arwa, des médecins, on va dire de famille aussi, puisqu'ils avaient un cabinet, ils ont toujours. Mahmoud Arwa gère un cabinet donc de médecine générale à Bellecour. Et il est romancier aussi, donc on va parler de son livre aussi. Voilà, son dernier livre. Et avec nous aussi Mohamed Mellek. Mohamed. Oui, voilà. pas Mahmoud. Bonjour. Bonjour Mounia. Ça va? Ça va et vous? On va booster notre immunité avec toi. Oui, on a besoin un peu dans cette période. D'accord, avec les virus de ces derniers mois, oui. C'est un peu difficile, donc il faut booster. Booster son immunité pour pouvoir faire face aux infections et aux virus. Eh ben, très bien, ce sera avec toi tout à l'heure. Bien sûr, vous pouvez bien sûr intervenir Avec. Vous pouvez intervenir à n'importe quel moment pendant le débat si vous avez des questions ou si vous avez un médecin de famille, tiens, vous allez nous en parler en tout cas. Alors le médecin de famille, est-ce qu'il en reste réellement ou est-ce que c'est une pratique qui vraiment tend à se perdre? Bon, je pense que c'est une tradition qui tend à se perdre malheureusement. Généralement, le médecin de famille, c'est le médecin généraliste. C'est le médecin de premier recours, c'est le médecin communautaire. Cela existait effectivement dans les années 70-80, mais ensuite avec le progrès, donc la spécialisation progressive de la médecine et les nouvelles technologies, donc cette notion tend à disparaître. Rien que pour vous faire une remarque, la moyenne d'âge des médecins généralistes qui existent dans le libéral actuellement, elle est de 60 ans. Le médecin généraliste ne s'installe plus en tant que libéral. Justement, pourquoi? Parce que cette notion de médecin de famille n'existe pas malheureusement chez nous et la médecine générale libérale tend à disparaître quand même. À disparaître complètement. Justement, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez un médecin de famille ou est-ce que vous aviez un médecin de famille?
Oui. Durant mon enfance, oui. C'était le même médecin qui suivait tout le monde. C'est beaucoup plus un pédiatre, je pense. Un pédiatre, c'est un peu comme un médecin de famille, mais pour un enfant. Donc c'était lui qui. Donc pour toi, c'était un pédiatre, ton pédiatre qui t'a suivi pendant toute ton enfance. Jusqu'à Jusqu'à l'âge l'adolescence, adulte, et puis on est passé à un médecin généraliste. D'accord. Deux. Le docteur Aouchen, c'est deux parce que selon l'habitation, donc quand j'habitais près du cabinet de docteur Aouchen, tout le monde le connaissait, tout le quartier, peut-être toute la commune allait chez lui. Et aujourd'hui, le docteur Sifawi, qui est, on va dire, à 500 mètres, 400 mètres de chez moi. Donc en général, on va chez le médecin du quartier, on va traverser la ville et c'est toute la famille qui suit chez le même médecin. Moi, personnellement aussi, j'ai connu ça. On avait un médecin de famille qui nous suivait qui est peut-être le meilleur ami de la famille. De la famille, exactement. Il y avait une pensée au mien qui est mort. Oui, il est mort. C'est un médecin de famille à Wadraman, donc une pensée à lui. Et quel est le rôle justement du médecin de famille? Le rôle du médecin de famille, justement, le médecin de famille, il voit le patient dans sa globalité. Ce n'est pas, contrairement au médecin spécialiste, par exemple, qui est un médecin d'organes. Donc, il se concentre sur l'organe en question. Par contre, le médecin de famille, il voit le malade dans sa globalité et pratiquement, il suit le patient depuis sa naissance jusqu'à son décès. Donc, et en même temps, c'est un confident de la famille. Il partage des secrets de la famille, il partage tous les soucis de la famille. Et si vous voulez, c'est lui le responsable de toute la famille du point de vue soins, du point de vue même conseil, par exemple, concernant leur santé. Le médecin de famille, il est le mieux placé pour la sensibilisation des maladies, par exemple, pour surtout la prévention des maladies et pour le diagnostic des maladies. Il peut même, je rajoute, si vous permettez, il peut même parfois se déplacer. On peut lui écrire, par exemple, sur un WhatsApp ou un autre réseau. On peut lui demander de venir à la maison. Il peut faire ça. Peut-être qu'un spécialiste, c'est pas oui, évident. c'est notre rôle, effectivement. C'est notre rôle on se déplace très souvent. Donc, on se déplace, on va voir le malade chez eux. On est là pour, je vous dis, donc, de voir dans sa globalité. Malheureusement, cette tendance est à disparaître. J'étais moi-même médecin de famille. D'abord, ce titre de médecin de famille, c'est le patient qui me l'a attribué. Attribué, oui. C'est pas, je suis docteur en médecine et dans les années 80, c'est vrai que j'avais beaucoup d'enfants dans ma spécialité, j'avais des cas de diabète, j'avais des cas d'hypertension, j'avais beaucoup de pathologies lourdes, ainsi que les pathologies aiguës, mais actuellement, ça a tendance à disparaître. Je m'explique, vous avez un malade qui vient nous voir, on diagnostique par exemple un diabète, et puis après, quand on diagnostique le diabète, on lui prépare un dossier, bien sûr, pour le suivi, mais après, on ne voit plus le malade. D'accord. Vous l'orientez vers le spécialiste et le spécialiste Non, le garde. on n'oriente pas. On oriente des cas qui nécessitent d'être orientés. D'accord. Le médecin généraliste, le médecin de famille, peut prendre dans sa consultation, prendre en charge un malade diabétique, par exemple, un malade qui présente une HTA. Là, il va orienter le malade en cas de complications que lui-même ne peut pas, disons, ne peut pas suivre dans son cabinet. Mais actuellement, dès qu'on diagnostique une pathologie, le patient directement va voir le spécialiste en question. Voilà. Parce que l'accès aux spécialistes est beaucoup plus facilité aujourd'hui. Quand on a un petit bobo, on se dit oui, bon, je pense que que je dois aller voir un dermatologue ou tel spécialiste pour ce que j'ai. Donc on se dit, je vais directement voir le spécialiste au lieu de passer par un généraliste et ensuite le spécialiste. Justement, le problème est là. Et puis ce que vous venez de dire, cela engendre aussi des coûts énormes. Donc, au trésor public, le fait de voir donc plusieurs spécialités pour différentes maladies. Vous avez une angine, vous allez voir un ORL par exemple. Vous avez mal à l'estomac, vous allez voir. Tiens, je vais vous raconter une anecdote qui vient d'arriver dans mon cabinet par exemple. Un malade se présente pour une dystonie neurovégative. On dit بالعربية couramment تقلق عندي الكولون. D'accord. Pratiquement un côlon nerveux. Un côlon nerveux. Voilà. Vous avez des Algériens qui ont le côlon nerveux. Donc quand on a le côlon nerveux là, on a mal un peu partout. On a mal à la tête parfois on a des difficultés respiratoires, on a mal au cœur, on a des articulations qui nous font mal et tout. Donc ce patient est allé voir environ 7 spécialistes. Wow. Et chaque spécialiste, un rhumatologue, un cardiologue, un gastroentérologue, un pneumologue, Un traitement. chaque spécialiste donne un traitement
Et ce qui est plus grave encore, propose des analyses aussi. Oui. Parfois, on demande un scanner cérébral, vous faites un IRM abdominal, vous faites des tas d'examens. Alors, ce patient ou cette patiente, combien va coûter à l'État? Exactement. Beaucoup. Même pour le patient lui-même, parce que ce sont des examens qu'on fait, donc pas au niveau de l'hôpital, donc on paye. Donc, ce malade va coûter très cher à l'État et aussi même du point de vue prise en charge, et il est mal pris en charge. Alors si par contre on instaurait donc qu'il y ait une réglementation justement pour le parcours de soins, le parcours de soins doit être hiérarchisé, comme ça se fait un peu dans la plupart des pays. Chez nous malheureusement ce n'est pas le cas, on peut aller voir un spécialiste et puis ensuite vous avez des spécialistes qui sont débordés. Donc, quand on est débordé, on ne fait pas convenablement notre travail. Vous avez les hôpitaux qui sont surchargés. Donc, on a brisé cette chaîne-là de soins primaires, soins secondaires et soins tertiaires. Cette chaîne qui devait malheureusement doit être obligatoire dans le parcours de soins, malheureusement, n'existe pas de manière, disons, adéquate chez nous. Et qu'est-ce qui fait que maintenant les médecins ne s'installent plus en tant que généralistes? Vous l'avez dit au début de l'émission, que la moyenne d'âge est environ à 60 ans, que les médecins ne veulent plus faire de généraliste ou s'installer, ils préfèrent faire une spécialité. Il n'y a plus de relève aussi. Voilà, il n'y a plus de relève. Il n'y a pas de relève, justement, c'est pour là un médecin généraliste quand il va s'installer, alors qu'il sait qu'il ne pourra pas travailler. Donc il ne va pas travailler parce que le malade, il n'y a pas un cadre qui l'oblige, qui va contraindre le malade à voir le généraliste avant d'être orienté vers un spécialiste. Donc, vous savez, la carte Chifa, elle a beaucoup d'avantages, mais elle a aussi quelques inconvénients. Voilà, c'est ça justement, c'est le fait d'avoir la carte Chifa, d'avoir de se soigner gratuitement, d'avoir des médicaments gratuitement. C'est ça un peu qui permet donc cette faille d'aller voir plusieurs spécialistes à la fois. Et je pense qu'il faut quand même c'est un trouver avantage une peut-être solution. pour l'avantage pécunier pour le patient, mais ça revient cher à l'État. Ça revient cher justement à l'État, et ce n'est pas non plus un avantage côté santé pour le patient non plus. Parce qu'à force de voir des médecins et de prendre beaucoup de traitements différents à chaque fois, ça a peut-être aussi des répercussions sur sa santé. Exactement, exactement. D'où je pense l'instauration, donc la légalisation donc d'un parcours de soins hiérarchisé. Oui. Et ça peut aussi avoir des répercussions psychologiques, parce que quand on ne sait pas ce qu'on a et qu'on voit un spécialiste, le lendemain on voit un autre spécialiste, à une semaine d'intervalle, 2 semaines, et puis on se dit... Il y a aussi la prise de rendez-vous pour un spécialiste qui est débordé, comme vous avez dit. Pour avoir un rendez-vous, parfois ça prend très longtemps, ça prend des semaines, voire des mois. Exactement, c'est vrai. Justement, je pense que c'est le moment quand même de prendre à bras le corps justement ce problème dans le parcours de soins. Pourtant, vous avez l'ancienne nouvelle loi sanitaire. D'accord. Je sais ce que je dis, l'ancienne nouvelle loi sanitaire, parce qu'elle est ancienne, elle date de 2018. Elle est nouvelle, elle n'est pas encore appliquée. Où il y a un article quand même qui parle de médecin de famille, qui parle de médecin référent. Cet article précise bien que toute consultation donc doit passer par le médecin référent, qui c'est à lui ensuite d'orienter vers le médecin spécialiste. C'est lui qui pose le diagnostic. C'est lui qui pose le diagnostic et qui oriente en cas de nécessité vers le spécialiste. La loi existe. Mais malheureusement, les textes d'application ne sont pas encore... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le patient, dorénavant, si cette loi est appliquée, s'il se présente à l'hôpital et qu'il y a un triage qui se fait, on voit que ce n'est pas urgent, on le renvoie vers son médecin. Effectivement. On l'oblige à aller chez un médecin de famille ou de quartier. Vous savez, quand même, vous venez de dire à l'hôpital, quand même, ça existe un peu. Quand vous allez voir un spécialiste à l'hôpital, le spécialiste vous demande d'avoir une aide d'orientation d'un généraliste. Au triage, je parle aux urgences. Aux urgences. Ils sont souvent saturés. Ou bien même dans les consultations spécialisées au niveau des polycliniques, par exemple. Oui. Mais malheureusement, dans le cadre libéral, donc en médecine privée, ce n'est pas appliqué. Donc le médecin spécialiste voit directement le patient. Parfois, peut-être qu'il ne relève même pas de sa spécialité. On a certains médecins spécialistes qui font de la médecine générale. Et je pense qu'on doit quand même... distinguer. Oui. Vous avez parlé de diabète, donc un généraliste peut suivre une personne diabétique, donc on n'a pas besoin d'aller voir un spécialiste. Quelles sont les autres maladies chroniques? Parce qu'en général, quand on avance dans l'âge, on a plusieurs maladies chroniques, donc on choisit, on a de la tension, donc on se dit on va voir un cardiologue, on va voir un pneumologue ou un endocrinologue pour tout ce qui est thyroïde et tout ça, donc on choisit ces spécialistes. Qu'est-ce que le généraliste peut prendre en charge
au lieu d'aller voir tous ces spécialistes en même temps, le généraliste pour les maladies chroniques, qu'est-ce qu'il peut prendre en charge? Vous savez, un médecin généraliste bien formé, je dis bien formé, Oui. parce qu'il y a la formation initiale, d'abord qui se fait au niveau des universités. Et je vous une petite parenthèse. Je pense et j'espère bientôt qu'on arrivera à la spécialisation de la médecine générale. Oui. Donc ce sera une spécialité. Et ensuite aussi la formation médicale continue. C'est très important pour le médecin. Le médecin doit toujours parfaire ses connaissances, il doit toujours être au courant des nouveautés qui se passent. Donc un médecin généraliste qui est donc fidèle à la formation médicale continue peut prendre en charge toutes les maladies chroniques. Il peut prendre en charge le diabète, il peut prendre en charge les maladies respiratoires, l'hypertension, etc. Donc, il peut diagnostiquer les différents types de cancers, certains types de cancers aussi, à son niveau. Et ensuite, et là, à un certain moment, quand vous avez une hypertension, par exemple, qui est rebelle au traitement, qui est un peu difficile à traiter malgré, donc, oui, il y a parfois, oui, on doit passer la main donc, au spécialiste, et aussi la même chose dans le diabète, mais à 80-90% des cas, on peut prendre ces pathologies à notre niveau. Très bien. Alors on parle aujourd'hui du médecin généraliste, de l'importance du médecin généraliste et du médecin de famille. Donc si vous avez des questions, si vous voulez témoigner, n'hésitez pas à nous appeler au numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Alors on le voit aussi souvent quand je l'ai vécu, bon, je pense que je l'ai vécu et je vais aussi un peu raconter une anecdote comme ça. Donc il y a une personne qui suivait justement chez un cardiologue, ensuite le cardiologue, bon ça n'allait pas trop, donc cette personne est allée voir un autre cardiologue. Et puis le traitement, ça n'allait pas forcément. Et ensuite, la solution, c'était bon, je continue ce traitement pendant 3 mois, vu que la carte Shifa couvre 3 mois. Et puis aux 3 mois, quand j'aurai le bilan à faire, et puis d'autres médicaments aussi à prendre et tout ça, je ferai mon bilan, je dirai que ce médicament ne va pas et je consulterai cette fois-ci. Il est possible aussi, au lieu d'attendre les 3 mois et d'attendre tout ça, d'aller voir directement le généraliste, dire que voilà, j'ai vu le cardiologue, le traitement qu'on m'a proposé n'allait pas, et qu'est-ce qu'il y a à faire, quelles sont les solutions et tout ça. Bon. Beaucoup de personnes qui attendent les contrôles de 3 mois pour justement refaire tout ça. Et parce que quand un cas se présente, par exemple, à ma consultation, il y a un patient qui est suivi par un cardiologue, par exemple, et puis après 1 mois de traitement, il constate qu'il n'y a pas d'évolution, d'amélioration. Ben, je ne vais pas m'amuser à me substituer donc au cardiologue et à donner un traitement à la place du cardiologue quand même. Mais on peut orienter. Oui, je conseillerais donc au patient de suivre son traitement, de ne pas se presser. Il y a certaines pathologies qui mettent un peu du temps à se stabiliser. Donc, et puis en cas de non-résultat positif, ben, je lui conseillerais d'aller revoir son médecin, son cardiologue, pour éventuellement changer ou modifier le traitement ou prendre les mesures nécessaires. Comment pourrait-on aujourd'hui promouvoir le médecin de famille comme une spécialité? On pourrait faire de la médecine familiale une spécialité, comme la cardiologie, comme vous l'avez dit, spécialiser la médecine générale, mais spécialiser aussi la médecine de famille Pardon, on a un appel. On me dit en même temps qu'on a un appel. On va laisser cette question juste après. On a tout d'abord Neriman de Zeralda qui nous appelle. Bonjour Neriman. Bonjour, comment allez-vous? Ça va, très bien, merci. Et vous? Ça va, alhamdoulilah. Bonjour docteur. Alors, vous avez une question? Non, je veux témoigner sur le médecin généraliste, voilà. D'accord. Ben, récemment, j'ai un enfant de 7 mois, un bébé, d'accord. Et il était malade récemment, c'était la bronchiolite. Il avait une bronchiolite? Oui. D'accord. On a passé à l'hôpital. Ensuite, à l'hôpital, il y a des médecins généralistes, comment dirais-je, dans le service de pédiatrie. D'accord. Dans les 3 fois, on a passé plus de 4 fois. Ça fait le matin, dodo, il a de la fièvre. Ensuite, on repasse la nuit. C'était... Je ne peux pas vous l'expliquer, c'était énorme. Vous avez fait des allers-retours aux urgences pour faire consulter votre enfant qui faisait une fièvre qui ne baissait pas? Exactement ça. D'accord. Au service du pédiatrie, je vous ai dit qu'on a des généralistes, voilà. Pour باش ما نقولوش كلمه qui ça va pas, elle nous a mal orientés. مدت لنا دواء
voilà, qui convient pas à notre bébé. À chaque fois, on revient, on roule là, ça marche pas. Au dernier jour, c'était de dimanche à jeudi. Jeudi, on a demandé de voir le pédiatre, voilà. Quand on a demandé de voir le pédiatre, elle m'a dit, Madame, vous étiez où? Pourquoi vous donnez ce médicament à votre bébé? Le généraliste, il vous a mal envoyé. Mal orienté, oui. Exactement. D'accord. Pour dire ça, je veux dire que parfois, quand on a un bébé ou là, dans une spécialité, on demande le spécialiste. D'accord. Donc, voilà. Donc l'importance de la spécialité quand c'est un enfant, parce que le spécialiste pourra peut-être orienter mieux vous orienter, vous donner le traitement adéquat. C'est ça votre témoignage? Voilà, exactement. Je suis de Coléa, non pas de Zeralda. De Coléa, pardon, je m'excuse. De Coléa, merci. Merci Naïman pour votre témoignage. Merci beaucoup. Merci, Slama. Justement, est-ce que le généraliste prend en charge aussi? Vous l'avez dit, il faudrait que la formation soit continue, que les médecins se mettent à jour. Voilà. Exactement. C'est vrai, quand parfois on tombe sur un médecin généraliste qui ne se met pas à jour, parfois c'est vrai que la prise en charge n'est pas tellement ce qu'elle devrait être. Donc c'est pour ça que j'insiste sur l'importance donc de la formation médicale continue. Mais malheureusement cette formation aussi, elle n'est pas, c'est ça aussi le problème. Elle n'est pas obligatoire. Elle n'est pas, vous savez, c'est une formation qui se fait grâce d'abord à nous, les sociétés savantes, avec l'aide des laboratoires pharmaceutiques. Et puis là, c'est pas tous les médecins qui font cette formation. Pourquoi? Justement parce qu'il n'y a pas une loi. Il n'y a pas qui oblige le médecin donc à parfaire ses connaissances, alors que normalement ça devrait être obligatoire pour se remettre à jour par rapport à tout ce qui se passe. Par rapport aux nouveautés, à tout ce qui se passe, effectivement. D'accord, très bien. Peut-être qu'il faudrait aussi une éthique. Il faudrait une éthique. Oui. Une éthique dans le sens où un médecin, même s'il est spécialiste ou pas, ou il est généraliste, il ne faudrait pas qu'il se critique devant les patients. Oui, vous savez, il y a des codes de déontologie qui éclairent là-dessus. Il y a tous les articles du code, justement, mettent en évidence. Parce que vous allez chez une coiffeuse, elle va critiquer l'ancienne coiffeuse aussi. C'est la même chose. Chacun critique le métier de l'autre. C'est le médecin, ça ne devrait pas se faire, exactement. Alors qu'en réalité, la base de toute spécialité, c'est la médecine générale. Personne ne peut devenir médecin spécialiste sans passer par la médecine générale. C'est vraiment, il faut les faire les 7 années avant de poursuivre son... Effectivement. Par contre, moi, je me demande pourquoi la dame n'a pas appelé en premier lieu son pédiatre. Quand c'est un bébé, en général, on a un pédiatre qui suit le bébé du premier jour, avant la naissance. D'ailleurs, on a un contact. On est orienté directement vers... Je parlais tout à l'heure de la loi sanitaire de 2018, de l'article qui parle du médecin référent. Justement, cet article il parle de... Donc, le médecin prend en charge, donc le médecin référent, les pathologies, sauf certaines pathologies. On parle par exemple de la gynécologie, de la pédiatrie, où là, le patient va aller voir directement son pédiatre, son gynécologue. D'accord. Donc, pour les pédiatres, donc, le médecin de famille, bon, c'est le médecin on va dire que c'est le médecin des parents. Quand il y a un nouveau-né, il suit chez le pédiatre jusqu'à quel âge? À quel moment il peut se diriger vers le médecin de famille, l'enfant? Vous savez, moi avant, les années 80, j'avais dans ma consultation 80% c'était des enfants. Des enfants, justement. Personnellement, moi j'ai eu un médecin généraliste, pas un pédiatre. C'était des enfants, pratiquement. C'était moi qui les suivais. Donc il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. On peut, en cas où vous avez une urgence, par exemple, comme vient de citer la dame, donc une mucolite, le malade présente vraiment des troubles respiratoires. Là, c'est vrai qu'on doit aller voir directement son pédiatre. Sinon, pour les petits bobos, on peut aller voir son médecin généraliste. Donc on peut suivre, on va dire, pour la première année, il y a des rendez-vous bien précis chez le pédiatre qu'on doit suivre dès la naissance du bébé. On peut aller chez le pédiatre, mais à un certain moment, on peut aller chez le généraliste et c'est à lui de nous rediriger vers le pédiatre quand il le faut. Quand il faut, exactement. Voilà. Très bien. Donc on parle aujourd'hui de médecine générale, du médecin de famille. Si vous avez des questions, si vous voulez témoigner, n'hésitez pas à nous appeler au numéro qui s'affiche en bas de votre écran. Le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Et justement, avant d'avoir l'appel, on parlait de la médecine générale, la médecin de famille. Est-ce qu'on peut en faire une spécialité? Comment on fait cardiologie, pédiatrie, gynécologie? Est-ce qu'on peut faire médecine familiale, médecine de famille, une spécialité pour
pour que ça soit, pour que ça rentre un petit peu, ça revienne un petit peu dans les mœurs, qu'on se dise oui, j'ai un médecin de famille, il suit tout le monde, donc on sait à quoi s'attendre au futur avec nos enfants, on sait ce qu'on peut leur transmettre comme maladie ou pas, et on sait qu'on est couvert en quelque sorte parce qu'il est là pour. Oui, effectivement. D'ailleurs, nos voisins, juste à côté, nos amis tunisiens, l'ont fait. Et ils nous ont devancé dans ce domaine. Ils ont déjà la spécialité de médecine de famille. Très bien. C'est fait, c'est enseigné chez eux. Et il y a des spécialistes de médecine de famille qui sont en train donc d'être produits au niveau des universités tunisiennes, des facultés de médecine de Tunisie. Effectivement, la médecine de famille peut être érigée en spécialité. Et chez nous, en Algérie, on est en train de penser encore, est-ce que ça va être une spécialité, on va l'appeler spécialité, un médecin généraliste spécialiste ou bien un médecin de famille spécialiste. Bon, pour nous, ce n'est pas tellement le nom qui nous importe. L'essentiel, c'est qu'il y ait une spécialité de médecine générale. On peut l'appeler ensuite médecin communautaire ou médecin de famille. Voilà, le nom importe peu. Mais la spécialité, on espère que ça va aussi aboutir chez nous parce qu'on est en plein refonte donc, des études médicales. Oui. Le premier palier a été fait, le deuxième palier a été fait. On est justement on est en train de discuter sur le troisième palier. Et je pense que d'ici la fin de l'année, ça va être érigé, Inch'Allah. Et comment, justement, si vous deviez promouvoir la médecine de famille, la médecine générale, médecin de famille aujourd'hui pour les futurs médecins généralistes ou futurs médecins qui voudraient faire une spécialité, comment aujourd'hui vous pourrez faire la promotion de la médecine générale? Tout d'abord, en tant que spécialité, pour faire la promotion de la médecine générale, d'abord il faut redonner la valeur aux médecins généralistes actuels. Voilà. Si vous, par exemple, vous êtes étudiante en médecine, vous avez votre père ou votre mère qui est médecin généraliste et vous voyez les conditions, comment déjà il exerce, vous n'allez pas être tenté pour faire une spécialité de médecine générale, vu les conditions de travail de votre papa ou de votre maman. Oui. Donc il faut d'abord améliorer actuellement le statut du médecin généraliste, donc revaloriser la notion du médecin généraliste et là ensuite, l'étudiant lui-même sera tenté donc pour faire la spécialité de médecine générale. Oui, bien sûr. Est-ce que, par exemple, si la CNAS décide qu'elle ne remboursera pas les consultations directement chez le spécialiste, est-ce qu'il y aurait quand même une incitation de la part... je vous remercie pour votre intervention. Vous avez visé juste. Voilà. C'est le seul moyen, à la limite. C'est la seule clé. Pour moi, la clé de justement la solution, elle se situe au niveau des caisses de sécurité sociale, au niveau du ministère du Travail. Vous savez, dans certains pays, si vous allez consulter chez un médecin spécialiste, sans avoir une lettre d'orientation par un médecin généraliste, vous ne serez pas remboursé. Votre consultation ne sera pas remboursée et les médicaments ne seront pas remboursés. Voilà. De cette façon, indirectement, c'est réglementaire, vous devez passer par le médecin. Je pense que aussi, ça doit aussi se faire chez nous, j'espère. Donc, vous venez de le dire, la clé, elle est au niveau des caisses de sécurité sociale. L'une des clés, en tout cas, voilà. Par rapport à ça. Oui. Oui, oui, exactement. Ça serait une bonne solution à proposer justement pour orienter, pour inciter, inciter tout le monde à passer par le généraliste. On l'a proposé dans nos recommandations, dans les différents congrès qu'on a organisés. Là, je vous la parenthèse pour vous dire qu'on va organiser un congrès africain au mois d'octobre prochain, où il va y avoir 18 pays africains, justement dans le cadre de la médecine générale. Parce qu'avec nos contacts, on a constaté que la médecine générale n'est pas aussi très développée, même dans les pays africains et dans les pays arabes. Et le médecin généraliste n'a pas aussi sa valeur, c'est comme ça se passe en Algérie. Donc on est en train d'unifier un peu nos efforts avec les pays africains, avec les pays arabes, dans le cadre justement des congrès, dans le cadre de la fédération qu'on a créée, la Fédération africaine de médecine générale, dont nous sommes membres fondateurs, ainsi que la société, donc la Ligue arabe des sociétés de médecine générale qui a été créée l'an dernier aussi en Jordanie, dont nous sommes aussi membres fondateurs. Donc je pense que c'est en unifiant, en nous rencontrant, en échangeant nos idées, nos expériences, qu'on arrivera à convaincre donc nos dirigeants, notre tutelle justement, à redorer le blason, à donner la place à la médecine générale dans nos pays. Alors vous restez avec nous, on va passer au côté rubrique, on va encore parler de médecine générale.
Oui, un peu. Un petit peu. Un petit peu. Parler d'un roman, un roman d'amour. On va parler d'un roman, mais on va parler de son auteur aussi, qui est médecin généraliste, médecin de famille. On va parler nutrition avec Mohamed, mais on va commencer tout d'abord par le roman avec... Oui, bien sûr. Honneur aux dames, bien sûr. On va être galant aujourd'hui. Donc c'est pêle-mêle. Tout de suite? Oui, c'est pêle-mêle, juste après le jingle. Alors, pêle-mêle aujourd'hui, tu nous parles d'un auteur, tu nous parles d'un romancier. Oui, d'un romancier de Mahmoud Arwa. Le livre, c'est Staten Island, on l'a montré tout à l'heure. Oui. Mais on commence d'abord, on dit deux mots, c'est court malheureusement, mais on n'a pas le temps de toute façon, de Mohamed Arwa. Mohamed Arwa est le père de Mahmoud Arwa. On l'a dit tout à l'heure, ils sont médecins tous les deux, mais pas que, ils ne sont pas que ça. Ils sont auteurs tous les deux, poètes tous les deux. C'est le père qui a influencé le fils par rapport à tout, je pense, à la médecine, à la lecture, parce que Mohamed Arwa le dit, son père a amené énormément de livres. Le père, Mohamed Arwa, est on va dire un moudjahed aussi. Il était membre du PPA. Il a été le compagnon de lutte de Mohamed El-Kaba, aussi de Mohamed Belouizdad. Donc ça se passe à Bellecour aussi. Tous les gens de Bellecour le connaissent. Ils connaissent aujourd'hui son fils. Il avait ouvert son cabinet il y a très longtemps. Il a été dans les années 80 il a été élu au rang magistral d'enseignant en médecine et sciences sociales, c'est pour dire. Il a été recteur de l'université islamique de Constantine. Il a fait énormément de publications et tout ça, il l'a légué à son fils. Il a surtout légué à son fils donc l'amour de la médecine et l'amour des grands personnages, on va dire qui ont des médecins marqué l'histoire, oui. Arabes. Voilà, on sait pour les siècles de lumière, pour les sciences arabes. Voilà, donc Mahmoud Arwa, qu'est-ce qu'il est? Il est à la base médecin anesthésiste à l'hôpital et puis il décide, je pense, après la mort de son père, de reprendre son cabinet qui se trouve à Bellecour et d'écrire en même temps. Donc il a son temps loisir, lui, avec son imagination débordante, il a décidé de le consacrer à l'écriture de romans et l'écriture de récits poétiques, de poésie en fait, de récits et de récits poétiques. Et dans Staten Island, c'est la même chose. On retrouve à chaque fois, quel que soit le livre, alors par exemple, il a écrit... là, on voit un autre Origami. Oui, Origami, c'est le recueil de poésie. Il a aussi écrit Sentiments sous anesthésie. Je lui avais posé la question il y a quelque temps. Le fait pendant l'anesthésie, vous savez ce qui se passe? Vous savez, docteur? Oui. Le médecin en général, il se met à parler, il revient même dans ses souvenirs, il divague. Donc, juste avant l'opération. Donc, il y a beaucoup d'histoires comme ça. Et ça a donné beaucoup d'idées, entre autres, je pense, à Mahmoud Arwa. Et je trouve qu'il a en tout cas une imagination atypique. Dans Staten Island, c'est l'histoire d'une princesse, Hulaya. Hulaya est donc amoureuse de Zayn, son prince. Elle est la fille du calife. Ça se passe en l'an 810. On est à Bagdad. Et Zayn va tomber malade et il va mourir. Elle l'aime tellement, mais en même temps elle a la foi, donc elle ne veut pas se donner la mort et elle va voir un alchimiste. Donc alchimiste, c'est ça, magicien de l'époque. Et lui va lui proposer cette solution, c'est de lui donner une potion magique. Son âme va être contenue, son souffle va être contenu dans une fiole que sa servante va devoir jeter à la mer. Et avec des indications pour celui qui la retrouvera plus tard. Ce qui va se passer, c'est que à notre époque, Alex, qui vit à Staten Island, est marié. Il est prof à la fac, il est spécialisé dans l'histoire médiévale. C'est comme ça qu'il a connu sa femme qui était étudiante. Il va se marier avec elle, c'est la fille d'un riche. Il fait un peu allusion à Love Story, même dans le livre, il en parle. Beaucoup d'allusions à des choses communes, en fait, de maintenant. Et elle a un cancer et elle s'apprête à mourir. Lui, il fait tout pour la sauver. Et donc, Alex va marcher au bord de la mer et il va trouver cette fiole. Il va trouver la fiole avec les indications écrites dans une langue qu'il ne connaît pas, ou du moins il pense ne pas connaître. Il va faire des recherches et il va savoir qu'en donnant cette fiole à sa femme qui est en train de mourir, peut-être qu'il lui donnera une seconde, l'espoir d'une guérison.
En fait, ce qui va se passer, c'est que l'âme de Oleia, donc la princesse qui vivait en l'an 810, va se retrouver dans le corps de la femme d'Alex. Et c'est toute la trame de cette histoire, de ce roman. On ne va pas tout dire, bien sûr. Voilà, à la fin, il faut un peu laisser un peu de... Le livre est sorti chez Kounouz, mais l'histoire est là. À l'envers, oui, tourne pardon. Voilà, le livre est... Tu peux le montrer? Oui, bien sûr. Le livre est sorti chez Kounouz. Et c'est une très belle histoire. On retrouve le côté donc médical, parce que Mahmoud Arwa y tient, c'est son métier, sa passion, mais aussi tout l'imaginaire qui accompagne. Et je trouve extraordinaire le récit, hein, on va dire la trame du livre, du roman. Je peux vous poser une question, Oui, bien sûr. Par rapport au titre, est-ce qu'il est écrit en anglais ou c'est juste le titre qui est... C'est l'endroit déjà, l'endroit existe, c'est Staten Island, je crois que c'est du côté de New York, Manhattan je crois, voilà. Et je vais poser la question, c'est juste que ça se passe là-bas. Alex, c'est la ville, c'est la ville où la fiole a été retrouvée. L'histoire est racontée en français. Voilà. Ça aurait pu s'appeler à Bagdad, mais l'histoire a évolué vers les États-Unis. Et c'est la fiole qui a voyagé. C'est la fiole qui a voyagé dans la mer. Elle a voyagé à travers le temps. Et c'est aussi l'imaginaire et l'imagination qui se met en branle. Et le livre, on peut le trouver dans le partout, oui, il l'a présenté pendant le salon. Au dernier salon, oui, je suis au courant, oui. Voilà. Et le recueil de poésie? Et le recueil de poésie, non, pas spécialement. Il en a écrit énormément pour dire qu'il est aussi poète et romancier et médecin de famille. Voilà. Il est revenu dans le cabinet de... Qui lui laisse aussi le temps d'écrire. Et puis, je pense qu'avec les patients, le contact avec les patients, ça a aussi enrichi un petit peu son imagination. Effectivement, oui. Le peu de temps qu'un médecin anesthésiste passe juste avant l'opération, non, on le voit aussi avant l'opération, on discute avec lui, mais c'est différent qu'entretenir. Moi, je pense qu'il y a du lien social qui se crée avec le médecin de famille. Il nous connaît, personnellement, c'est... Quand on a des soucis, on lui raconte professionnel. Vous avez des secrets que vous ne pouvez pas partager avec un proche, une sœur ou un frère collègue, ou un père que vous allez partager avec votre médecin de famille. Effectivement. Parce qu'en plus, il est tenu par le secret professionnel. Et peut-être qu'il peut parfois arranger des problèmes au niveau de la famille. Effectivement. Aussi. Voilà. Merci. Donc, Staten Island, c'est sorti chez Kounouz. À lire, c'est pas très cher. Je sais pas, il y a pas le prix. Normalement, il y a le prix. Mahmoud Arwa, voilà, c'est ça, Mahmoud Arwa. J'adresse mes amitiés. C'est un médecin que je connais, que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Donc, j'adresse mes amitiés si jamais il est en train de nous regarder. Non, je ne suis pas informée, mais on lui dira. Et il retrouvera l'émission sur YouTube. On la retrouve pratiquement l'après-midi même ou le lendemain sur YouTube. Vous tapez Canal Algérie, vous cherchez Ma famille, ma vie, et vous retrouverez l'émission. Et on pourra lui faire peut-être rajouter deux mots. Oui, bien sûr. Rajouter sur Mahmoud Arwa, c'est qu'il se consacre maintenant. Il est en train de préparer des ouvrages, donc des livres. Il va traduire des médecins, on va dire, de grands médecins arabes qui ont publié en arabe. Il va les traduire en français, parce qu'il y a énormément de choses qui ont été, ou des traités, ou des choses comme ça, notamment ceux qui ont été écrits en Algérie il y a des siècles de ça, pour montrer toute la richesse. Et c'est vrai, on a des manuscrits de médecine, on a des manuscrits de chimie, de maths, tout ça, qui sont dans les bibliothèques et qui n'ont pas été forcément traduits. Pour la plupart, n'ont pas été traduits. Hein. Tu nous tiendras au courant quand ça arrivera et tu nous en parleras. L'Algérie, c'est un grand carrefour de sciences. Pour tout, on a Ibn Khaldoun qui a vécu longtemps ici et qui est allé jusqu'en Égypte, et plus qui a été l'ami de Tamerlan. Oui. Voilà. Merci Samira. Très intéressant aujourd'hui. Merci pour conseil lecture d'aujourd'hui. Oui, bien sûr. Et tout de suite, nous allons parler de booster son immunité. Est-ce que vous recevez vous pratiquez toujours? Oui. Vous pratiquez. Donc, est-ce que vous receviez des patients pour vous dire j'ai besoin de booster mon immunité? Cet hiver s'annonce un petit peu rude avec la virus, la déprime aussi. Effectivement, on reçoit des malades qui veulent... mais malheureusement, là vous m'avez donné un peu une fenêtre pour parler aussi d'un petit sujet aussi qui me tracasse très souvent. C'est justement l'automédication. Oui, on tombe souvent dans le monde. Voilà, le patient, il ne vient pas à 60%, il ne vient pas nous voir pour nous dire de donner quelque chose pour booster. Il va carrément aller voir le pharmacien. Et ça, ce n'est pas uniquement pour se booster malheureusement, même pour se traiter, même pour les pathologies. Il y a l'automédication qui prend une allure très très importante dans notre pays. Oui, nous avons un appel. Nous avons Sadia qui nous appelle d'Alger. Bonjour Sadia. Allô, bonjour. Ça va, vous allez bien?
Et vous, alhamdoulilah, et vous? Alhamdoulilah, très bien, merci. Alors, vous avez une question ou un témoignage? Non, c'est juste un petit témoignage, c'est tout. D'accord, allez-y, on vous Alors, écoute. bon, j'ai juste pour une petite, bon, c'est pas une information, mais une expérience. Le médecin de famille depuis longtemps, c'est-à-dire depuis longtemps, c'était le médecin de mes grands-parents, de mes parents, et maintenant, il nous fait suivre, moi et mes enfants. Très bien. D'abord, pourquoi? D'abord, il devient un membre de la famille. Oui. Il connaît tout sur toute la famille. C'est-à-dire, il a le patrimoine, je dirais, génétique, toutes les pathologies de la famille. Donc, qu'est-ce que ça engendre? Ça engendre, ça engendre des coûts de frais de soins, c'est-à-dire moins pour la société. C'est-à-dire, au lieu de partir directement chez un spécialiste, d'abord, le médecin généraliste, comme il connaît les antécédents, il peut nous orienter. Voilà. Et ça facilite la tâche. Exactement. C'est-à-dire que tout doit s'articuler autour du médecin généraliste. Exactement. Il peut prévenir certaines maladies qui sont peut-être dans la famille. Il peut dire que par rapport aux symptômes qu'on a ou voilà, à partir d'un certain âge, on risque d'avoir une maladie que les parents ont eue ou les grands-parents ont eue. Donc, il fait aussi de la prévention aussi. Tout à fait, bien sûr, parce qu'il a les antécédents génétiques de la famille. Les pathologies, il connaît tout, la tension, l'hypertension, enfin l'hypertension, le diabète, sur tous les plans confondus, voilà. Très bien, merci. Donc, je conseille, j'aurais aimé revenir à ça. C'est-à-dire que notre société revienne à ça. Très, très important. Et ça va modérer les coûts de soins en Algérie. Moi, je pense ça. Inch'Allah, j'espère que ça va se faire justement avec... Au lieu de faire une IRM directement, ou un SCAD, ou une échographie, directement, il faut passer par le généraliste. Il nous oriente. Comme ça va modérer un petit peu les... Moi, je pense. Comme ça. Très bien. Merci, Sadjir, pour votre témoignage. Merci beaucoup. Bon courage. Au revoir. Merci. Voilà. Peut-être éviter de faire confiance à 100% aux chamans, aux gens qui vous prescrivent des tisanes et des... on en a parlé hier, justement, des tisanes, des épices et des... effectivement, Oui, l'automédication et puis le fait de prendre aussi des tisanes pour se dire, bon, ça va passer avec une petite tisane ou j'ai un problème. On a eu même des témoignages hier où des personnes ont arrêté complètement le traitement pour prendre des tisanes où ça aurait pu être fatal. Pour des personnes, ça a été fatal aussi. On a eu des témoignages ici. Donc oui, le généraliste, il est là pour tout. Même, par exemple, si on veut prendre une tisane, vous pouvez toujours c'est nous le médecin qui va orienter. conseiller la tisane qu'il faut, par exemple. Il y a plusieurs tisanes. Donc, exactement. en Il faut fonction aussi de... éviter le proverbe là, qui dit quand même. Voilà, On peut partager les mêmes symptômes, mais pas forcément la même maladie. Donc, et ça me rappelle un profil que j'ai vu sur Instagram récemment. C'est un médecin et justement, il dit que voilà, le dicton dit donc il essaye tout ce qu'on dit, voilà. Donc en même temps. Donc ça c'est pas mal. Voilà. On peut faire confiance à sa grand-mère qui connaît des petites astuces comme ça traditionnelles qui soignent et tout. Prendre du miel, de l'huile d'olive et tout ça, c'est voilà. Non, des petites astuces de grand-mère, voilà, de l'huile d'olive, voilà. Eh ben, tout de suite, nous allons parler nutrition, du coup. Nous allons parler nutrition Nutri-Saivi avec Mohamed Mellek, booster son immunité, c'est tout de suite. Alors, booster son immunité, on en a eu bien besoin la semaine dernière. Apparemment, tu as eu une forte grippe. Oui, je suis passé par une forte grippe, mais j'ai vu un médecin généraliste, je tiens à le préciser tout de même. Et je suis pas 100% non contagieux, donc il ne faut pas s'inquiéter. Alors, pour booster son immunité, hier, on a parlé de tisane, on a parlé de pas mal de choses. Il y avait des spécialistes ici pour nous parler de tout ça. Ce n'était pas que des tisanes, c'était toute une hygiène de vie à adopter. Donc avec toi, nous allons parler de nutrition. Est-ce qui pourrait nous booster Oui, c'est la version alimentaire de booster son immunité, parce que ça reste l'allié numéro 1 face au virus et face à n'importe quelle infection. Donc qui dit hiver dit donc forcément ça rime avec la grippe. Surtout avec le temps qui est froid, les journées qui sont longues, on a tendance un peu à fermer, à ne pas aérer tout simplement à cause du climat. Donc ça va créer tout un climat, tout un écosystème qui est favorable au développement des bactéries et leur transmission au sein des espaces clos, que ce soit les foyers, les entreprises, les sociétés, etc., entre collègues, entre membres de la famille. Donc via la rubrique d'aujourd'hui, on va essayer de présenter certains nutriments et minéraux avec les sources où on peut les puiser, qui vont nous aider justement à faire face
Quand on pense hiver, on pense directement, il y a 2 vitamines qui me viennent en tête et on pense Vitamine C. directement à vitamine C parce qu'on se dit oui, il faut manger des oranges. La la vitamine saison en C, plus. c'est la C'est la saison en saison, plus, oui. donc il faut en Comme profiter. quoi le monde est bien fait. Donc on a les oranges, les clémentines et les pamplemousses pendant Les agrumes. la saison Voilà. hivernale, voilà les agrumes. Donc la vitamine C, pour rappel, donc elle va stimuler la production des globules blancs. Les globules blancs qui ont un rôle central donc, dans la lutte contre les infections. Donc, on va trouver notre vitamine C, comme vous venez de le dire, au niveau des agrumes. Donc tout ce qui est pamplemousse, clémentine, mandarine, etc. Citron, oui. Persil. Citron. Persil, Aromate. Mais il faudrait en prendre c'est une beaucoup quantité. plus un aromate et c'est un peu de la phytothérapie. D'accord. On a également les poivrons, qui sont une excellente source Même de les rouges, vitamines. jaunes, Les rouges, jaunes, je pense, d'après mes recherches, il n'y a pas de poivron vert ou rouge qui existe. C'est le même entre parenthèses. poivron, C'est le même c'est poivron une- jusqu'à été Ah, cueilli à des, ah tempé- oui, à des- voilà. à des périodes. C'est le processus de maturité qui fait qu'il y a plusieurs couleurs. Le poivron vert, c'est tout simplement vert. Quand on dit vert, c'est qu'il n'est pas encore arrivé Khadar, à madame, maturité. Voilà, là, très très bien. Et donc pour la teneur en... Non, c'est la même teneur Ah, en d'accord. vitamine C, c'est juste le goût qui va. C'est justement quand il aura tendance à devenir Visuel. rouge, voilà, Oui. visuellement, jouer plus avec les sucré. couleurs, et plus sucré. Je préfère rouge. Et d'ailleurs, les médecins, je pense que docteur, vous pouvez confirmer, qu'ils préconisent de consommer le poivron cuit plutôt que vert, parce qu'il a tendance un peu à créer des problèmes au niveau Surtout gastrique. pour ceux qui ont le côlon nerveux, là. Colonel, digèrent pas. Alors il faut manger le poivron mchoui ou la maqli. Après, Enfin, ça dépend les papiers. voilà, et- de préférence, pour ne pas avoir des remontées. La pomme aussi contient de la vitamine C. La pomme aussi. La pomme. Oui, exactement, la C'est pomme meilleur aussi. pour- Alors il y a un dicton qui dit une pomme par jour éloigne le Elle médecin. doit nous- C'est vrai. C'est la faillite pour Elle contient connaissez beaucoup de la suite vitamines. Oui, effectivement, elle contient beaucoup Si de on vitamines. vise bien, surtout. Oui. la pomme. Une Moi, je pomme pense par jour. Newton. Ah, d'accord. Non, une pomme par jour éloigne le Éloigne médecin, c'est ce le- qu'on dit. Nous éloigne du médecin. Mais- C'est un dicton. Oui. C'est un dicton, mais la deuxième partie du médecin, Et pas donc forcément la manger, mais quand on vise bien, ça veut dire lui tirer dessus. Voilà. C'est un peu- Donc ensuite, vitamine On C. a la- Voilà, on a également la vitamine D. Donc la vitamine D également elle va stimuler c'est un régulateur de l'immunité. Donc il va permettre de réduire l'inflammation. On va retrouver les vitamines D au niveau donc, des poissons gras. Tout ce qui est macro, saumon. Après, ça dépend les budgets, Ça voilà. dépend le budget, bien sûr. On va Exactement. essayer de préciser Surgelé, de on va manière Surgelé, générale. belle. On a également les légumineuses. On peut trouver de la vitamine D au niveau des haricots et des lentilles. C'est présent. Et au niveau des graines qu'on mange, des graines de tournesol, citrouille. La citrouille, oui. Là. Une graine de lin. On a beaucoup plus de vitamine D au niveau de la citrouille, donc les graines de citrouille vitamine qu'on retrouve au cœur. Et c'est la saison, C'est la saison de la de la citrouille citrouille, actuellement avec un couscous et tout ça. Et les graines de tournesol qu'on aime bien grignoter devant Ou l'émission. exposer les S'expose. avant-bras et les. Justement, on essaye, la cause du Au froid soleil, et tout, donc ouais. on essaye de On trouver essaie l'alternative alimentaire à ça. On a également Elle est la... obligatoire, pardon, Oui. elle est obligatoire pour les personnes âgées. Et même les personnes qui sortent pas beaucoup, qui sont Oui, pas la disponibles. vitamine D. oui, La vitamine D oui. obligatoire, Bien sûr, donc, on avait même fait une rubrique. Et on en a fait une rubrique, on en avait justement, où on a rubrique parlé de sur- tout ça. totalement. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. On a également donc la vitamine A, donc, qui est essentielle au maintien, au développement de tout ce qui est tissu immunitaire. Donc on va la retrouver au niveau de la carotte principalement, au niveau des épinards, de la patate douce également, au niveau du foie pour les Voilà. amateurs de viande. Pour une fois, je me rappelle de ça, oui. Voilà, il y a également la vitamine E, la vitamine D qui est un antioxydant, qui va protéger justement nos cellules immunitaires contre les éventuels dommages que ces dernières peuvent encourir. La vitamine E, on la trouve où? C'est un antioxydant au niveau des corps gras de manière générale, donc tout ce qui est les huiles végétales, colza, Les fruits tournesol, secs. exactement, les fruits secs et les grains également, donc citrouille et les. On va manger beaucoup de graines, hein. Oui, c'est Ça- nutrition. C'est bon aussi pour les cheveux et pour la C'est peau. bon, voilà. apparemment, Ouais. oui. Et puis on a le zinc. Oui, c'est un peu participe justement au développement de. On en a beaucoup pris pendant le Covid. Oui, oui. Oui, Oui. en tant que complément alimentaire associé à de la vitamine C, donc en prévention. Et on a au final donc le fer, donc qui est essentiel donc au transport de l'oxygène donc dans le corps et qui est important également au développement du système immunitaire. On va trouver donc le fer au niveau des lentilles. On le dit assez souvent. Voilà, j'attendais. Mais La il ne faut pas despoule le ou des prendre en excès, par chimérolos. contre. il Non, paraît. il faut, Voilà. non, il faut pas en prendre en excès. Après, ça reste par suivi médical. On va faire de un excès. l'anémie. Voilà, il va mange de la prendre du graisse. fer actif et après ça reste toujours dans les mains d'un spécialiste de la santé. Donc nous on voit l'aspect un peu nutritionnel et l'aspect
plus détaillé, il est à voir chez le médecin, bien sûr. Pour le fer à part les lentilles, bon, il y a l'expression. On a les lentilles, on a les viandes rouges. Donc, Cuisson, les viandes rouges. la cuisson, pour garder le fer, parce que si on cuit Non, trop, si on en là. fait une semelle, après il n'y a plus rien. Une viande, justement. point. À point. Ça dépend, encore une fois, les papilles gustatives. Chacun peut. Ou saignant. Ou saignant. Ah, encore pire. Ça dépend, c'est pas apprécié par Donc, tous, voilà. saignant, mais je pense que saignant, on garde plus de nutriments quand on mange la viande saignante. Oui, Bien effectivement. sûr. Oui, justement, on va juste un peu dorer la Quoi, couche. un steak tartare. Non, Pour le steak tartare, à ce moment-là, il faut faire attention à beaucoup de choses. 100% cru. Après, il y a Oui, des le morceaux tartare, qui s'adaptent à la cuisson tartare, puisque vous parlez de cuisson tartare. Mais non, on parle de saignant juste pour un peu caraméliser Voilà, ce qu'on juste appelle la dessus. réaction de Maillard en cuisine. Donc, Oui. il va justement caraméliser la couche supérieure. Ça Oui. vous dit quelque chose, Oui. j'imagine. Donc, on va justement pour sortir. Et ça va justement tuer d'éventuelles bactéries et parasites qu'on peut retrouver à la surface, qui ne vont pas forcément pénétrer. l'intérieur. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut bien cuire une viande hachée, parce que là, on va un peu mélanger tout ça. Mais quand il s'agit d'un morceau de viande qu'on souhaite manger saignant, il suffit juste de caraméliser. Ça va faire ressortir les goûts de la viande, grâce donc au cara qui est présent. Heureusement que c'est pas Ramadan, hein. Ça nous donne Voilà, pas, hein. c'est qu'elle ne soit pas congelée, condition qu'elle soit une viande fraîche. Bien Non sûr, congelée, bien sûr, voilà. bien sûr. Là, on va toujours préconiser la fraîcheur, surtout quand il s'agit de viande, Oui. pour garder toutes les textures organoleptiques du morceau. Et puis, si avec tout ça, on tombe toujours malade, il ne faut pas toujours hésiter à aller voir un médecin. Voilà. Nous, on fait de la Généraliste. prévention, tout simplement. Et même pour toucher, parce qu'il y a au niveau des officines tout ce qui est complément alimentaire, il ne faut pas jouer avec ça, surtout avec la vitamine D qui est une hormone, n'est-ce pas, docteur? Effectivement. oui. Voilà, c'est plus une hormone qu'une vitamine. Un surdosage en vitamine D est mauvais pour la santé. Mauvais pour la santé. Me le faire exactement Aussi, comme Madame Samira a dit. Samir. C'est bien, pas madame, Voilà. ça va. Voilà. Donc il ne faut pas jouer. Même avec la vitamine C en excès, c'est pas bon. Il faut toujours respecter un certain dosage. Si on doit on doit compléter, il faut toujours passer Tout par excès un est mauvais médecin. en tout cas. Tout dans- excès est mauvais, oui. Voilà. Voilà. Parce Donc- qu'on trouve des cachets là, prêts à l'emploi au niveau des Voilà, officines. exactement. On se dit, Ce bon, qu'on je vais appelle me des booster, je vais boosters prendre. Voilà, d'immunité. exactement. Il ne faut pas jouer avec les compléments alimentaires. Ça reste mon avis. Je peux poser une question? Bien sûr. Est-ce qu'on peut ne pas manger de viande? Est-ce qu'on peut végétarien. retrouver peux- ouais, Moi, je vais vous dire. Oui, on peut vivre sans viande, oui. de viande rouge, hein, Oui, limite oui. viande rouge? Dans- Est-ce qu'on peut- Moi, je suis partisan du concept que l'humain est un chasseur né. Je Cueilleur vous le aussi, dis. hein. Pour moi, les végans, je les respecte, et les végétariens, mais je pense en tout cas qu'il manque en certains acides aminés. Parce qu'il y a des acides aminés qu'on va uniquement retrouver au niveau des viandes. Donc l'homme est un chasseur, il est né pour chasser, et la viande doit faire partie Mais de permettez-moi de Sans vous dire, être vegan, juste la viande. avec Pas- le prix actuel de la viande, c'est pas toutes les familles algériennes qui se Exactement. permettent C'est pour d'acheter ça la qu'on Quand on viande. parle viande, on parle aussi volaille. Oui, oui, Donc on peut toujours prendre des œufs, par des exemple, œufs, pour les voilà, protéines. on peut prendre des œufs. Mais justement, docteur, les véganes en soi, ils Pas s'interdisent, je crois, les œufs. Ils ont un code et une éthique un peu. Un vegan n'est pas un végétarien, végétalien. Il y a plein de termes qui existent aujourd'hui. mais- On en fera une rubrique, on parlera des Oui, véganes. on va et essayer de détailler tout ça. l'éthique. Voilà, de nos exactement. amis. Merci à tous. Merci, docteur Abdelkader Tafat. Vous êtes médecin généraliste, président de la Société algérienne de médecine générale. Merci pour votre participation. Et j'espère que la médecine générale redorera son blason et reprendra ses lettres de noblesse. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation. Merci Merci. beaucoup. T'as vu, les médecins généralistes sont Oui. plus souriants, plus chaleureux que le spécialiste, il n'a pas le temps. Non, mais c'est vrai en plus. Merci beaucoup. Merci Samira, merci Merci Mohamed. beaucoup. On se retrouve, Samira, on se retrouve demain. Mohamed, on se Inch'Allah. retrouve la semaine prochaine Oui. pour une autre rubrique Nutri-Saivi. Et tout de suite, c'est la rubrique de Wahida Selmchif, juste après ceci. لك روحي ومالي ونحلف لك بمين نفديك بدمي الغلي يا أرض فلسطين قسما بالله العلي وربي العالمين يا على مكيلاني وجبالك حرين قسما بالله العلي وربي العالمين يا على مكيلاني وجبالك حرين يا على مكيلاني يا أرض صلاح الدين احنا معاك شرقي وغربي
قلبي كلنا في دار نتكلم من صميم قلبي لا نتأخر أبدا ونعهدك بربي يا حربي ودام الشهداء للفتح وطني وشعبي هما المسبلين إيه تحيا فلسطين نهدي لك روحي ومالي ونحلف لك بمين نفديك بدمي الغالي يا أرض فلسطين قسما بالله العالي وربي العالمين يا يعلمك هلالي وجبالك حرين قسما بالله العالي وربي العالمين يا يعلمك هلالي وجبالك حرين يا يعلمك هلالي يا أرض صلاح الدين فلسطين الدورية سلاح والإيمان تاريخ الأمة العربية شايع في البلدان احنا هو مصحف التضحية ما نخاف عديان في سبيل الله والحرية احنا المجاهدين ايه يا أرض فلسطين نهدي لك روحي ومالي ونحلف لك بيمين نفديك بدمي الغالي يا أرض فلسطين قسما بالله العالي وربي العالمين يا يعلمك هلالي وجبالك حرين قسما بالله العالي وربي العالمين يا يعلمك هلالي وجبالك حرين يا يعلمك هلالي يا أرض صلاح الدين De retour sur le plateau de Ma famille, ma vie, et c'est l'heure de WeShare avec Wahida Salim Chef. Wahida, bonjour. Bonjour Monia. Ça va? Tranquille, alhamdulillah. Alhamdulillah, WeShare tout de suite après ceci. Alors dans WeShare aujourd'hui, tu nous parles D'une belle découverte de la semaine. D'ailleurs, je pense que tout le monde a vu les vidéos, il a vu les photos, on a lu des articles concernant ce jeune prodige. Il s'agit d'un jeune Palestinien qui a illuminé le camp de là où il se trouve avec sa famille. Donc, il s'appelle Houssam Al-Atta. Malgré tous les événements qui sont en train de se passer en ce moment, c'est tout ce que depuis des mois, la Palestine est en train de souffrir. Malheureusement, les habitants sont obligés de quitter leur foyer, leurs maisons qui sont détruites. Ils emportent avec eux malheureusement juste leurs souvenirs. Et ils essaient de trouver des endroits sécurisés, si on peut dire ça comme ça, pour survivre dans des tentes. Donc, un jour, un petit jeune qui a à peine 14 ans, donc il était dans une tente avec ses frères et sœurs et sa famille. Son frère, il a peur du noir le soir. Donc, le soir, il ne veut pas se retrouver dans le noir. Ça lui fait peur. C'est normal avec tous les événements qui sont en train de se passer. Oui. Donc, il a eu la brillante idée d'inventer ou d'essayer de trouver une solution pour pouvoir illuminer l'espace où ils sont en train de survivre en ce moment. Donc il s'agit du jeune... On le voit, c'est lui? Exactement. En photo? Exactement. Houssam Al-Atta. Tout jeune, très très jeune. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de récupérer, faire de la récupération. C'est ce que les Palestiniens essaient de faire depuis 7 octobre. Donc ils essaient de récupérer un peu les outils essentiels pour pouvoir fabriquer de l'énergie. L'idée était partie à partir de quelques câbles qu'il a récupérés un peu à droite et à gauche, 2 éoliennes. D'ailleurs, je vais vous laisser d'abord découvrir la vidéo et on va continuer. On a une image, là, il est en train de bricoler justement. Exactement, c'est le compteur qu'il a créé. D'accord. C'est un compteur. Et il y a une petite vidéo, on peut découvrir pour comprendre un peu le principe. Il a utilisé 2 petites éoliennes. En fait, quand on dit éoliennes, on a tendance à les imaginer grands, immenses. Il faut savoir qu'ils sont tout petits. Ça ressemble un peu aux petites bouteilles qu'on coupait quand on était petit pour jouer. C'est un peu la même dimension. Il faut savoir que grâce à cela, il peut allumer l'électricité
mettre de la lumière au sein de la tente où il se trouve en ce moment. Et D'accord. aussi pour plus tard, il aimerait encore agrandir et essayer d'illuminer tout le camp. On va voir la petite vue, je ne sais pas si la Ferra peut nous oui. l'envoyer. Voilà, C'est celle-là, voilà. exactement. On va voir. هذا الطفل عثر على مراوح وقام بوضع هذه المراوح على أعلى الخيمة وقام بتوليد الطاقة الكهربائية من خلال سرعة الريح. أنا اسمي حسام محمد العطار الملقب بنيوتن غزة. ابتكرت من الخردة مروحة تولد طاقة كهربائية، حطيتها فوق الخيمة ونزلت منها الليد وجبت لدة وشبكتها فيها. وكلفني هذا المشروع 3 شيكل، ريحنا كثير، وأنا بتمنى إنه تخلص هذا الخربة خير وإني أكمل المشروع لقدام وأطور حالي وأصير مهندس. Inch'Allah. Pourquoi Inch'Allah, pas. exactement. Justement, tout le monde l'appelle sur les réseaux sociaux, sur la toile de Newton de Gaza. Donc, plusieurs militants ont partagé les vidéos, les photos de sa création. Tout le monde dit, et on est tous d'accord sur le fait que c'est le génie de l'année, c'est le créateur de l'année, il mérite même un prix, pourquoi pas. Et il souhaiterait un jour revivre et repartir chez lui, continuer ses études et devenir ingénieur. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Donc voilà, pourquoi pas. En fait, on a remarqué depuis toujours dans notre émission Mounia, on dit aux parents, faites attention avec vos enfants, ne leur donnez pas trop. Donc laissez-les créer, laissez-les un peu jouer pour pouvoir imaginer. Donc regardez ce qu'il a fait. Il a été faire de la récupération. Il a créé. En fait, c'est parti d'une petite idée où Il voulait justement éclairer un petit peu les nuits sombres de son petit frère Exactement. pour un peu pour le soulager de toutes ses peurs et tout Exactement. ça. Et de là, il a fait une belle création. Exactement. Il a illuminé plus que. Il a même pas qu'il aurait cru. Oui. Même ses parents, je pense qu'ils n'auraient jamais imaginé que leur fils allait faire le tour du monde et parler de lui, parler de la Palestine surtout. Bien. Merci Wahida. Avec plaisir, Monia. On se retrouve demain, toujours, Inch'Allah. à partir de 10h30 sur Canal Algérie, en direct bien sûr. Donc voilà, on se dit à demain. Inch'Allah. Merci à vous de nous avoir suivis, merci à vous d'être fidèles, merci pour tous ceux qui nous ont appelés aujourd'hui. On se retrouve demain à 10h30, toujours en direct sur Canal Algérie pour votre émission Ma famille, ma vie. Mais sur ce, je vous souhaite une bonne journée avec le reste des programmes de Canal Algérie. Au revoir.